Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle session Main Conférence Paris Radio Show. Donc cet après-midi, on va parler de podcast natif et de droits d'auteur. L'idée était de faire un point avec, je vais vous présenter mes invités, mais de faire un point un peu, parce qu'on en parle beaucoup, il y a beaucoup de sujets sur la monétisation, comment les auteurs arrivent à en faire une vraie activité rémunérée, et donc le droit d'auteur fait partie de ces questions. Donc je me présente très rapidement. Donc moi je suis Xavier Filiol, co-organisateur Main Conférence, et j'ai une casquette aussi GEST, qui est le groupement des éditeurs de services en ligne. Et à ce titre, donc, qui regroupe, c'est une association professionnelle qui regroupe l'essentiel des radios, télévisions, podcasteurs et presse en ligne. Et donc, c'est 140 membres. Moi, je m'occupe de la commission audio-digital. Il y a une dizaine de commissions. Et à travers cette commission, en fait, on négocie collectivement avec les sociétés de gestion collective dont on va parler tout à l'heure, des contrats cadres, c'est-à-dire des contrats qui s'appliquent à tous, qu'ils soient membres du GEST ou pas. Donc c'est très important de bien entamer ces discussions et surtout de les terminer, parce qu'à partir du moment où le contrat cadre est mis en place, c'est un début de rémunération auprès des exploitants en direction des auteurs. Tant qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de rémunération, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Nous, au GEST, moi je m'occupe de cette commission depuis 22 ans, donc on a déjà négocié 5 ou 6 contrats avec la SACEM, à l'époque sur le téléchargement, les sonneries musicales, le streaming, la web radio, et on vient de clore aussi, on va en parler sur le podcast natif. Mais il y a d'autres sociétés de gestion collective, dont Nicolas Mazard, qui nous accompagne, est le directeur juridique de la SCAM. Donc, il va nous dire qu'est-ce que c'est que la SCAM et comment, dans ce millefeuille de droit, on peut s'y retrouver. Et surtout, on va avoir les questions de Mairie, qui, elle, est directement concernée en tant que slasheuse, je crois. Oui. Oui. Notamment dans ses activités donc, de podcast natif, donc aussi se présenter et nous dire ce qu'elle fait. Et puis, tu seras un petit peu notre témoin, en tout cas, de ce grand bazar, puisque tu es toi-même aussi victime, quelque part, de cette non-organisation, ou en tout cas en construction, parce qu'en tant que professionnel, mais effectivement, les choses ne sont pas encore calées, ne sont pas encore fixées, et il y a encore du boulot, tout ça nous oblige. Exactement. Vas-y, commence si tu veux nous présenter qui tu es. Comment vous présentez quoi? Qui je suis? Oui. Je fais des podcasts, plein de podcasts. Je suis multifonction, puisque c'est un métier qui demande d'être multifonction. Et je crois que c'est bien que je sois là, parce qu'en fait, je ne comprends rien au droit d'auteur. Je sais pas, j'ai commencé les podcasts en 2015, 2016, et je n'ai toujours pas compris comment ça marche. Je suis inscrite à la SCAM, je suis inscrite à la SACD, je comprends que dalle. Donc j'étais hyper contente quand on m'a invitée, parce que je me suis dit que déjà j'allais apprendre des choses, mais je pense que c'est très important aussi de le dire qu'on comprend pas et qu'on aimerait que ça soit un peu plus fluide, et que évidemment tous les syndicats de podcasteurs qui existent, oui, les groupes de podcasteurs qui existent en général, il y a les patrons de studio dedans, les mêmes qui me la mettent. Donc en fait, je ne veux pas être dans les syndicats. Et mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai rien contre les patrons. Enfin, pour moi, c'est logique quand t'es patron d'essayer de faire des économies, d'essayer de, je sais pas, de rentrer dans tes chiffres, de payer ton URSSAF, de faire tes trucs bien. Mais moi, je suis autrice, et alors j'ai l'impression que justement toutes ces infrastructures comme la SCAM, avant de rentrer dans le podcast, je faisais de la musique, donc je connais bien la SACEM et je connais bien toutes ces institutions, et elles sont hyper pratiques et hyper accompagnantes et encourageantes. Mais la musique, c'est bien mieux organisé que le podcast. Et donc, du coup, je suis un peu paumée. Donc, les gars, je compte sur vous, là. C'est ma formation express aujourd'hui. Je vais être une tueuse en droit d'auteur quand je finis ce talk. Voilà. On a 3 quarts d'heure à rattraper un peu de retard. Bon, c'est vrai que la musique existe depuis un peu plus longtemps que le podcast. Donc, tout ça non plus ne se fait pas en 3 minutes. Peut-être, Nicolas, si tu veux rappeler les différentes missions de la SCAM et comment vous en êtes arrivé au podcast et comment vous... Normalement, ça marche tout ça. Oui. Donc, quelle est ta place dans la structure, et surtout ce rôle en tant que directeur juridique sur toutes ces nouvelles formes de médias, de création?
Oui, bonjour. Donc, je suis Nicolas Mazard, je suis le directeur des affaires juridiques et institutionnelles de l'ASCAM. L'ASCAM, c'est une société d'auteurs, comme la SACEM, déjà, c'est poser une première brique, ça te donne des repères, c'est-à-dire que ça fonctionne exactement de la même façon, c'est organisé de la même façon. À la différence que les auteurs et les œuvres que nous représentons, ce n'est pas de la musique, c'est des auteurs d'œuvres audiovisuelles, d'œuvres sonores à caractère non fictionnel, c'est-à-dire essentiellement du documentaire, du reportage, donc voilà. Et on a aussi des écrivains, mais bon, principalement, les auteurs qui composent l'ASCAM sont audiovisuels et sonores. Okay. L'ASCAM existe depuis 1981. Elle gère donc les droits de ces auteurs-là, c'est-à-dire qu'elle, comme la SACEM, elle perçoit auprès des diffuseurs et elle rétribue les auteurs au fur et à mesure de leur diffusion. C'est exactement le même principe. C'est ce qu'on appelle la gestion collective des droits. Donc, une société d'auteurs, c'est une société non commerciale. Ce sont des auteurs qui se mettent ensemble. C'est un peu coopératif, en fait. Il n'y a pas de bénéfice. C'est les auteurs se mettent ensemble, forment une société qui va les regrouper pour pouvoir aller négocier leurs droits auprès des diffuseurs et les groupes de façon groupée, de façon mutualisée aussi. Donc tout ça, c'est mutualisé. C'est-à-dire qu'on s'appelle à la 16e, qu'on s'appelle Michael Jackson ou un nouveau débutant de la musique, eh bien, on a les mêmes types de droits. Enfin, en tout cas, on est rémunéré de la même façon. Même si on n'est pas diffusé autant. C'est là où il y a la différence. Voilà. Mais c'est exactement le même principe qui régule toutes les sociétés d'auteurs en France, et notamment l'ASCAM, c'est-à-dire effectivement une société qui regroupe des auteurs, qui est dirigée par des auteurs. Il y a une assemblée générale avec en ce moment, qui avec un certain nombre de choses à l'ordre du jour. Rien qui concerne le podcast cette année, mais il y en a eu. Et en fait, parmi tout ça, donc, il y a les auteurs d'œuvres, je l'ai dit, audiovisuelles, mais sonores. Alors, pour remonter un peu l'historique, dans les années 80, évidemment, les contrats qu'on avait en matière d'œuvres sonores, parce qu'on est dans ce sujet-là ici, c'était des contrats avec Radio France, la radio linéaire, et puis avec les différents RLP, radio locale privée, pardon, et voilà. Et donc, les auteurs qui sont diffusés, dont les émissions sont diffusées sur ces radios-là, sont rémunérés par la SCAM, tout simplement, dans le cadre de ces contrats que nous avons avec Radio France, ou avec les RLP, comme ça peut arriver. Et est arrivé effectivement le podcast. Voilà. Et ben, ma foi, on a fonctionné exactement de la même façon, grâce notamment au geste, à nos discussions avec le geste. On a encadré et on a signé un certain nombre de contrats avec plusieurs éditeurs et studios de podcast. Depuis un petit moment, maintenant, on couvre donc parmi les nouveaux arrivants, on a Binge, Louis Média, Slate, Bababam. Je ne les ai pas tous en tête, mais voilà, on en a quand même un petit nombre. Et Arte Radio, il ne faut pas l'oublier, notamment, bien sûr. Mais ça, on avait déjà un contrat avec Arte Radio depuis un petit moment, donc rien de fou. Et le podcast natif de Radio France, bien sûr, qu'on a mis un avenant il y a un avenant au contrat de Radio France qui rémunère le podcast natif de Radio France également. Donc tout ça est couvert, c'est-à-dire que quand un auteur est diffusé sur une de ces plateformes, quelle qu'elle soit, il reçoit une rétribution. Alors évidemment, la rétribution dépend de la diffusion du podcast, dépend aussi de la plateforme sur laquelle elle est diffusée et bien sûr du chiffre d'affaires de cette plateforme, ce qui évidemment va, en fonction du type d'acteur, donner des rémunérations qui sont plus ou moins modestes, j'allais dire. Voilà. Voilà. En fait, c'était juste pour cadrer à peu près la façon dont l'ASCAM intervient par rapport à la SACEM que vous connaissez, puisque vous connaissez la SACEM, vous me disiez que vous connaissiez bien. Voilà, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pour les auteurs de podcasts et c'est pour la diffusion des podcasts. Quand votre podcast est diffusé sur une plateforme comme Binge, on va vous rémunérer selon des règles de répartition qui ont été d'ailleurs décidées entre auteurs. C'est pareil, ces règles aussi sont décidées par les auteurs. Et on va vous verser une rémunération que vous allez avoir apparaître sur votre bordereau avec marqué Binge, telle année, tel montant à peu près. Enfin, je dis ça parce que je n'ai pas vu votre bordereau, mais ça devrait apparaître à peu près de cette forme-là. Voilà. Alors, merci de repréciser ça. C'est vrai que du point de vue de l'auteur, si on reprend un petit peu toute la chaîne de production, au départ, il y a un auteur, une autrice qui a une idée, qui la met en œuvre, qui commence à s'enregistrer, qui va faire écouter des maquettes, des pilotes, etc.
Et à un moment donné, soit il y a une rencontre avec un studio, c'est-à-dire un producteur, un petit peu comme en musique, qui va dire ça m'intéresse, je finance une série, je fais une commande, et donc je vais bien signer en tant qu'auteur une commande sur une œuvre. Donc tout ça, c'est l'amont, c'est la partie production. Donc sur cette partie-là, ni toi ni moi n'intervenons, parce que nous, on est côté diffusion. Donc on est une fois que le programme existe. Mais je le resignale pour bien repositionner tous les acteurs de la chaîne, c'est qu'à un moment donné, un auteur peut prétendre à avoir une commande de droit d'auteur. Elle peut être aussi, cette personne-là peut être aussi productrice de son propre podcast, si elle décide de le faire quand même si elle ne trouve pas de producteur, ça t'arrive aussi, ça t'est arrivé par le passé. Et donc, dans ces cas-là, vous êtes propriétaire de l'enregistrement. Donc, en tant que propriétaire de l'enregistrement de votre MP3, vous avez déjà 2 casquettes, voire 3. La première, c'est celle d'auteur. La deuxième, c'est celle d'interprète au sens large. C'est-à-dire que c'est vous qui intervenez, c'est votre voix dans le podcast, un petit peu comme dans un enregistrement, une musique. Il y a bien les interprètes, les artistes qui jouent, et le producteur qui est le propriétaire de la bande master. Donc là, ce n'est pas de la musique, mais c'est exactement pareil. Et d'ailleurs, c'est les producteurs de phonogrammes. On parle bien de phonogrammes sonores. Donc, quand vous vous autoproduisez, en fait, vous faites déjà 3 métiers et vous devriez avoir 3 sources de rémunération. Là, je parle en théorie. Parce que dans la réalité, quand on s'autoproduit, c'est pot de zub, on a R, il n'y a rien. Comme dans la musique. Non, mais il n'y a rien de neuf, c'est comme dans la musique. Exactement. Après, on n'a rien. Mais c'est aussi ça qui rend le métier beau. Parce que justement, comme il y a, entre guillemets, rien, tout dépend de toi, de ta volonté, de ton acharnement, de comment tu écoutes la petite voix qui te parle à l'intérieur de toi et qui te dit « mais ce podcast de niche, sors-le, ma grande » et tout. Et puis, voilà. Mais avant que ça puisse te ramener des sous, quand tu sors en indépendant, bon, après, il y a plein d'autres manières de ramener de l'argent, mais c'est pas le but de base. Mais quand tu travailles aussi pour un studio de podcast, tu es tellement content. Je parle en mon nom, pas au nom de tout le monde, mais j'étais tellement contente qu'on me fasse confiance, qu'on m'accorde un petit peu de crédit et qu'on me dise « vas-y, meuf, lance-toi, on croit en tes trucs et tout », que évidemment, je n'identifiais pas à l'époque que j'écrivais, que je montais, que je prenais du son, que je faisais 4 métiers en même temps. Et alors, évidemment, les droits d'auteur, j'y pensais même pas. Je veux dire, c'était... Et c'est seulement quand j'ai essayé de faire des PowerPoint, une expérience dramatique et chronophage, où j'ai dû appeler un studio de podcast pour dire « mais c'est quoi mes chiffres ?» Parce que j'aimerais bien me vendre et dire que je suis une meuf qui fait des podcasts qui sont écoutés. Et ils ont bégayé à l'autre bout du téléphone. Ils n'ont pas voulu me donner mes chiffres. Ils m'ont dit « non, mais va regarder sur YouTube ». J'ai dit « mais vous foutez de ma gueule ou quoi ? C'est pas que sur YouTube, mon truc, tu vois ». Et donc, ils étaient incapables de me donner mes chiffres. Et là, j'ai commencé à me dire « tiens, il y a un truc qu'on me dit pas. Il y a un truc chelou sur… parce que ça se trouve, mon truc, il n'a pas du tout été écouté. » Puis après, j'ai regardé sur YouTube et j'ai dit « mais attends, en fait, c'est pas mal. » Donc, en fait, si je fais YouTube plus SoundCloud plus machin, et s'ils mettent des pubs sponsorisées et tout, mais il est où mon oseille ? Il n'était pas sur mon compte. Voilà, c'était ça la petite série. Donc, la morale de ce que tu dis, c'est que, il faut s'intéresser aux droits d'auteur. De ouf. Il faut appeler l'aide juridictionnelle de la SCAM. Désolé, Nico, ça va sonner la semaine prochaine. 2, il ne faut pas avoir peur de faire différents contrats. C'est-à-dire que quand on est productrice de son enregistrement et qu'on va donner son MP3 à un studio ou à un diffuseur, il faut faire un contrat. Parce que de toute façon, le diffuseur n'est même pas protégé. Il va diffuser ton MP3 sans avoir les droits écrits noir sur blanc. Alors que tu as envie de bien faire et tu as envie d'être diffusé, tu dis vas-y, j'ai fait ce podcast, diffuse-le, ça me va très bien. Et après, effectivement, c'est trop tard quand on dit c'est quoi mes chiffres, c'est quoi mes rémunérations. La question, c'est trop tard. Il est où le contrat ? Oui, bien sûr. Et tout là, se fait en amont. Là, d'ailleurs, on reçoit en ce moment, donc nous, les auteurs et tout, de ce milieu-là, plein de mails de la SCAM et de la SACD aussi, mais de la SCAM pour, je sais pas quoi, déclarer nos trucs et tout. Et bref, je me suis retrouvée dans cette situation où t'as pas déclaré des machins, donc je vais péniblement sur le site, j'essaye, je ne comprends rien, je rappelle la dame, elle est charmante et tout. Et en fait, vous êtes tous hyper sympas. Hein. C'est le problème, c'est qu'on ne sait pas communiquer. On sait pas qu'on peut vous appeler. Et en fait, elle me dit mais il est où ? Donc vous pouvez m'envoyer en pièce jointe votre contrat ? Ah non, j'ai fait 100 épisodes sans contrat, moi, normal, en toute détente, que j'écris, que j'incarne devant le micro, que kakaki kakaka. Donc en fait, la SCAM, je l'ai dans l'os, je peux pas parce que j'ai pas de contrat, donc j'ai pas, je l'ai. Et puis vous.
ça se discute et puis vous me sentez. Bon, voilà, quand je suis sur un truc, en général, je lâche pas, mais comme. Voilà, maintenant je vais. Voilà, mais du coup, tu dois réécrire au mec avec qui tu as taffé en disant mais pourquoi j'ai pas eu de contrat? Et en fait, on est tellement dans une économie où on prend un temps monstrueux à faire les histoires qui nous tiennent à cœur et donc après on se jette sur le premier brain content qu'on nous donne ou la première commande qu'on nous fait en disant vite l'oseille, vite le loyer et tout. Et en fait, tu ne demandes pas le contrat, tu ne demandes pas les droits d'auteur parce que tu n'es juste pas informé. Et en plus, je ne sais pas comment ça se passe en école de journalisme. Je sais que ce n'est pas facile d'y rentrer. La preuve, je n'y ai pas été. Mais il n'y a pas d'école de podcast. Enfin, si tu veux, on ne nous apprend pas. Si. Il y a une école de podcast ou ça? Il y a une formation qui s'appelle CQP Animateur Radio à l'INA. Moi, j'ai le plaisir d'intervenir et on fait 3 jours sur le droit d'auteur et le podcast. Donc, oui. Non. Je pense qu'à la SCOL, c'est pareil et les autres commencent à muscler cette partie-là. Mais est-ce qu'il y a des contrats types? Non. Il n'y a pas de contrat type, attention. C'est comme je dis à ma fille, il y a autant d'éducation qu'il y a de famille. C'est la même chose dans le podcast. Il y a autant de modèles économiques répressifs. Alors peut-être, Nicolas, tu peux dire un mot, parce que dans d'autres activités, les contrats types sont ultra récents sur des activités anciennes. Oui. Ah oui, vas-y. Alors, je ne parlerai pas de contrat type, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je suis assez d'accord sur le fait que on est dans un secteur, le podcast, qui est un peu naissant. Enfin, je ne vais pas vous le dire. C'est vrai que jusqu'à présent, dans le sonore, il n'y avait pas vraiment d'indépendance. C'est-à-dire, on s'adressait à une radio, on était salarié, ma foi, et j'ai envie de dire, la question du droit d'auteur était un peu secondaire. À part les bordereaux qu'on recevait de la SCAM, on ne se posait pas vraiment de questions sur ce qu'est le droit d'auteur. Maintenant que beaucoup, effectivement, d'auteurs sont, comme vous, en freelance et indépendants, ils se retrouvent un peu finalement dans la même situation qu'un photographe. Les photographes fonctionnent exactement de la même façon, les de freelance. Ils ont plusieurs commanditaires, ils sont obligés d'avoir une comptabilité, ils sont obligés effectivement de gérer leur sécurité sociale, leur TVA, leurs impôts sur le revenu. Enfin, tout ça, effectivement, fait l'objet d'un certain nombre de problématiques sur lesquelles on peut recevoir des formations. Ça existe, il y en a beaucoup sur ces questions-là. Nous-mêmes, juste, je précise, effectivement, au-delà de notre mission de perception de répartition de droits, on a quand même un certain nombre de missions accessoires où on conseille les auteurs. Alors, on conseille les auteurs sur les questions de contrat, et on a même, sur ce point, sur notre site, il existe un modèle de contrat pour le podcast, de commande de podcast. Donc, si d'aventure, vous cherchez un modèle pour commander un podcast ou parce qu'on vous propose un modèle et puis que vous avez un contrat et que vous vous demandez si c'est bon ou pas, vous pouvez aller voir le modèle qu'on a édité qui, ma foi, est perfectible, parce qu'encore une fois, on est sur un milieu un peu naissant, donc on aura sans doute, il va y avoir des mises à jour. Mais en tout cas, c'est, je dirais, le premier point, le premier modèle, en tout cas, qui existe, je crois, dans ce milieu qu'on a mis en ligne et dont vous pouvez largement vous inspirer. Effectivement, le secteur manque de structuration, c'est-à-dire que ce qu'il faudrait, comme il y a dans d'autres secteurs, c'est des accords professionnels qui encadrent ces relations, qui permettent de, effectivement, dire comment doit s'agencer le contrat, qui encadre le contrat lui-même, voire même qui met en place des minima de rémunération, comme il y en existe dans différents domaines, comme dans la traduction, par exemple. Oui, les minima, oui. Dans l'audiovisuel ou dans n'importe quel secteur. D'ailleurs, si on regarde toutes les branches professionnelles qui existent, c'est assez rare qu'une branche professionnelle n'ait pas de minima syndicaux pour la partie salariale. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas pour les auteurs de façon générale. C'est quelque chose qui est structurant pour les filières en règle générale et qui permet effectivement d'avancer. Bon, il n'en existe pas aujourd'hui dans ce domaine, mais moi je pense que c'est tout à fait faisable demain. Nous-mêmes, la SCAM, on est actuellement dans des négociations d'accords professionnels dans le domaine du livre et dans le domaine de l'audiovisuel en ce moment. C'est des choses qui peuvent tout à fait, on avance beaucoup, on avance bien plus dans ces domaines-là que dans ce domaine un peu naissant qu'est le podcast. Mais voilà, c'est des choses qui marchent et qui d'ailleurs sont vraiment structurantes pour les filières. On s'est aperçu que ça tirait tout le monde vers le haut. Là où souvent les producteurs étaient un peu réticents, ils se sont aperçus que pour leur propre business, pour être sûr d'être à peu près sur les mêmes normes que leurs concurrents, finalement, c'était peut-être pas plus mal de partir sur les mêmes bases. Voilà, pour s'assurer que tout à chacun faisait un peu pareil. Et finalement, on avait une concurrence qui était saine. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on donne des règles du jeu. Ça évite le Far West. Là, c'est un peu la ruée vers l'Oklahoma. Là, pour l'instant, c'est encore un peu. Je plante mon drapeau et j'ai 50 mètres carrés autour. Mais là, en fait, une fois que la ville est construite, comme dans n'importe quel western,
Arrive le droit avec le shérif, voilà, et il essaye effectivement de faire entendre le droit aux grands propriétaires terriens qui appliquaient toutes les terres aux bergers. Voilà. Peut-être tu peux dire un mot sur la commission radio de la SCAM, qui est aussi active et qui permet de remonter les sujets. Je ne sais pas si vous avez créé une commission podcast. Alors, il n'y a pas de commission podcast en tant que telle. Il y a une commission radio qui réunit les auteurs sonores à la fois du linéaire et du non-linéaire. On a effectivement des gens dans la commission, je cherche leur nom là, comme ça ne me vient pas, mais ça va me revenir. Il a été membre, mais je pensais à l'auteur de Arte Radio, là, Mehdi Aoudig. Mehdi Aoudig, voilà, qui est membre de la commission aussi également. Donc peut-être se rapprocher aussi des gens de cette commission ou d'en faire partie si tu es membre de la SCAM. C'est aussi un bon moyen de structurer entre auteurs. Aussi. Voilà, quand je dis ça, c'est que les auteurs, entre eux, ont aussi une responsabilité de s'organiser. Mais attends, moi je suis pas du tout d'accord déjà avec ça. Mais Nicolas, peut-être tu veux finis sur le truc de la. Non, simplement, moi c'était après des perspectives, mais je pense qu'il y a une nécessité effectivement de structurer un peu le milieu autour de contrats cadres, de rémunération, voilà, il faut poser les choses. C'est un peu cette idée-là qui me semble bonne. Alors là, je parle de l'amont, bien sûr, parce que pour l'aval, on s'en occupe, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a des contrats avec les différents studios, etc. Ça, c'est quelque chose qui est cadré et qui ne pose pas de problématique. Les problèmes que vous soulevez là sont avant tout des problèmes en amont au moment de la production et de la commande. Et c'est ça dont je parle là, c'est-à-dire effectivement d'encadrer, d'essayer de trouver un terrain d'entente, des règles, des bonnes règles, des bons usages dans les relations pour structurer tout ça. Pour négocier, il faut être deux. Donc si les auteurs ne sont pas à table de négociation avec les studios, il y a un déséquilibre. C'est ça qui est... Et dans aucun autre secteur, les auteurs ne sont pas organisés. Ils le sont dans la musique, ils le sont dans la photographie, ils le sont. Il y a des syndicats qui existent d'auteurs. Je soumets juste l'idée que peut-être dans le podcast, il peut y avoir un intérêt de parler d'une même voix pour structurer ce marché, parce qu'on a besoin de vous entendre et puis de négocier. Oui, je pense que vous avez tous les deux archi raison. Juste, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui bossent. Alors en plus de taper, de penser l'histoire, de trouver ton profil, d'aller négo avec un producteur, de machin, de trucs. Après, il faut aussi qu'on se tape de se faire des cafés entre nous, de réfléchir de comment on a le grand patronat et tout. J'ai l'impression que c'est quand même ceux qui sont en place, qui ont le confort du CDI, qui devraient se poser et se dire « Attends, ma boîte, elle tourne pas sans les auteurs indépendants. Peut-être qu'il faudrait qu'on se pose là, qu'on réfléchisse, qu'est-ce qu'on peut leur proposer et tout. » Parce que non, mais c'est simplement de toute façon. C'est faux ce que je dis. Non, c'est pas faux, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, en réalité, dans les négociations des accords professionnels, j'y suis mes collaborateurs du service. Donc c'est nous qui les faisons, qui les menons. Simplement, on a quand même besoin des auteurs pour qu'ils nous fassent part de leur expérience, parce qu'on ne va pas négocier ex nihilo. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis que les négociations ne peuvent pas se faire sans les auteurs. Ce n'est pas possible. Moi, je ne pars pas en négociation si les auteurs ne me disent pas comment ils fonctionnent, quelles sont leurs relations, parce que dans une négociation, en face, on nous dit « mais attendez, vous n'avez rien compris, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais vous êtes très très loin de la réalité. » Voilà, c'est ce que je vais avoir en face de façon certaine. Donc, pour pouvoir asseoir une argumentation juridique, une argumentation économique, il me faut derrière la réalité économique et la réalité juridique de la situation. Il n'y a pas le choix. Mais en fait, il faudrait que vous fassiez un audit, des gens du podcast. Dans aucun secteur, on négocie tout seul. C'est pour ça qu'il y a des représentants d'auteurs, d'ailleurs. Typiquement, moi, en instinct de survie, quand j'étais à Arte Radio, un jour, j'ai rencontré ma partenaire de son qui s'appelle Ilham Mad. Et en fait, on est évidemment devenus amis, évidemment qu'on fait des histoires ensemble, mais on s'est surtout associés parce qu'on a senti qu'on avait besoin d'être deux pour définir nos conditions de travail, qu'on avait besoin d'être deux pour réfléchir dans les rendez-vous, que c'était pas tant éditorialement parlant ou techniquement parlant comment tu vas monter ta bande. Non, c'était comment on définit nos conditions de travail. Et depuis qu'on s'est mis à aller ensemble dans le monde des grands et essayer de vendre des histoires, on s'est rendu compte que quand on disait à un gros studio ou à un patron ou une marque qui nous donnait le contrat et qu'on disait on va aller en parler avec nos avocats, déjà il y avait un silence de ouf. C'est un truc de ouf ce qu'on a fait, c'est du backstabbing. Mais quoi, mais attends, et là il faut qu'on commence vite la prod, et il y a une espèce de
chantage à si tu signes pas le papier, tu vas pas enregistrer, ton histoire elle va pas sortir. Et quand tu fais appel à des avocats, et les avocats en plus spécialisés en droit d'auteur, mais ils cassent des barres quand ils regardent nos contrats, ils se disent mais vraiment vous aimez travailler à perte, vous c'est dans le vent. Donc tu travailles avec des avocats, les avocats ils regardent le truc, ils te disent c'est insensé, tu renvoies des choses au studio de production, c'est des choses ça prend beaucoup de temps. Et en fait je me dis mais c'est un truc de ouf, genre mon travail. Je passe presque plus de temps à réfléchir comment je vais négocier, comment je vais dire à la dame dans le rendez-vous, en fait, je sais pas, genre typiquement expliquer les différentes étapes de mon métier juste pour justifier le prix que moi je vois et pas juste genre faire un podcast. Oui, j'ai fait à manger. Oui, c'était super, mais je t'ai pas parlé que j'étais à Carouf, que j'ai regardé sur Marmiton pour faire la bonne truc, que j'ai mis à feu doux pendant 6 heures mon gigot, je sais pas quoi. Non. Et en fait, le problème, c'est que, l'inconvénient, c'est que comme c'est tout nouveau, et qu'en fait, c'est pas vraiment nouveau, c'est le mot qui est nouveau, mais faire des histoires de radio, transmettre des histoires, c'est le plus vieux métier du monde. C'est notre mythe fondateur. La première histoire qu'on entend, c'est nos parents qui nous disent « tu es né comme ça, on est une histoire ». Donc, je me dis, putain, c'est un truc de ouf que ce métier-là ne soit pas reconnu avec toutes les étapes qu'il implique. Et donc, juste à cet endroit-là, déjà, quand ton propre taf, t'es pas payé pour, mais tu te dis, les droits d'auteur, je n'y pense même pas. En fait, tu es déjà fatigué d'avance. C'est-à-dire que quand le podcast il sort, on a tellement été rincé et lessivé pour le faire. Bon, c'est un très beau métier, j'adore mon taf. Hein. Je sais pas, c'est vendredi, il est 16h, je sais pas, je dois vider mon sac et tout, mais quand le podcast il sort, en fait, toi, tu penses même plus à la matière, tu es traversé par tous ces mails de l'enfer, de tatati tatata, de ça machin, de tel truc, de le contrat t'as pas dit oui, et après, tu reçois un gentil mail de Chirine, de la SCAM, qui te dit tu peux faire tes déclarations, et tu dis mais j'ai même pas de contrat. Et donc là, enfin, je veux dire, vous parliez de Far West, d'Eldorado et de machin, mais avant tout ça, là, il y a une traversée du désert qui est intense. Et c'est pas facile. Et en plus, en général, le monde du podcast, c'est aussi un monde où on peut aller parce qu'il est ouvert. Donc, tu n'es pas obligé de venir de ce milieu, tu n'es pas obligé d'être journaliste, tu n'es pas obligé de... Donc, c'est comme si c'était un hameçonnage. Allez, viens, ça va être charmé, tu vas t'éclater, tu vas raconter des histoires, tu vas faire un truc que tu n'as jamais fait, c'est génial, tu vas aller rencontrer des gens fabuleux et puis tu vas pas gagner d'oseille. Et après, quand tu as c'est même pas de la prétention, mais juste de dire au producteur, je sais pas, moi, ça m'a pris un temps fou d'être capable de dire à quelqu'un, non, je peux pas dire oui à ce projet parce qu'en fait, je fais déjà 3 autres trucs en même temps et que ça se cumule. Et ça, c'est... Je veux dire, le producteur, en vrai, moi, j'ai longtemps voulu que le producteur m'aime et que le producteur comprenne ma vie, mais le producteur ne peut pas comprendre ma vie. Il a un CDI, il a un 13e mois, il a des RTT. Je veux dire, on vit pas dans le même monde. Alors moi, maintenant, ce que je dis, c'est que je suis en vacances 365 jours par an et quand tu me payes, je prends un jour de taf. Et pour écrire, ça coûte temps. Pour enregistrer, ça coûte temps. Et puis, si vous n'avez pas le budget, c'est pas grave. On passe à autre chose. Mais parce que avec Ilham, on s'est fatigué à essayer de travailler pour des énormes studios qui, ils ne sont pas dans ceux que vous avez cités. Non, le principe de droit d'auteur n'existe même pas chez eux. Et ils le prennent mal quand tu leur dis, mais il faut quand même essayer de parler de droit d'auteur. Mais aussi, on est dans une position, nous les auteurs, où comme on parle de droit d'auteur en dernier, c'est comme genre... Je sais pas, t'as oublié de te laver les dents en partant de chez toi et tu remontes et tu dis, au fait, il faut que je me lave les chicots. Donc, évidemment que les studios, ils te disent, non, ma grande, t'as déjà signé le contrat ou t'es déjà rentrée en prod, c'est trop tard, quoi. Voilà, je sais pas, je sais. Enfin. Vas-y. Parce que là, j'étais partie. Non, mais je sais bien, mais. Tout déroulé, et c'est bien. Avant les noms. Enfin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je suis d'accord que c'est ta vie et sur lequel c'est difficile à accepter. Mais dans la musique, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, avant de faire confiance et à payer un artiste, ça prend du temps, ça demande de la notoriété et surtout, ça demande du staff autour. C'est-à-dire que quand un auteur de musique signe avec un éditeur de musique, déjà, il partage quelque chose. Laisse tomber. Restez toujours propriétaire de vos masters. Et d'ailleurs, avec les studios de podcast, c'est la même chose. Il y a des bons, il y a des moins bons éditeurs. Je pense qu'il y a autant de bonnes histoires que de mauvaises histoires.
Il y a des bonnes rencontres et des mauvaises rencontres, mais l'éditeur, son métier, c'est véritablement, et c'est ce qu'il fait depuis la nuit des temps aussi, Oui. puisqu'avant que le disque n'existe, c'était bien l'éditeur qui vendait les partitions, qui mettait sur partition et les vendait aux orchestres pour vivre. Donc, il y a énormément d'auteurs qui ont vécu et qui continuent à vivre grâce aux éditeurs. Ce n'est pas que des multinationales, il y a plein d'éditeurs Bien indépendants qui font un super boulot et qui passent au moins autant de temps que le créateur et qui sont le binôme dont le créateur a besoin, parce que le créateur, son métier, c'est effectivement pas de passer sa journée dans les contrats. C'est d'écrire et de machin. Mais s'il n'est pas entouré et s'il est tout seul, là, on a un problème. Oui, sauf que quand tu es un artiste dans la musique, il y a une attente de résultats qui n'est pas obligée de se concrétiser. Tu signes, comme j'ai fait chez Sony ATV, Sony Pub, j'ai signé, hop, j'ai dit que j'allais pendant 5 ans, je leur produirais 2 EP et je sais pas quoi et tout. Bon, je les ai pas fait, les EP. C'est pas grave. Maintenant, ok, ils m'ont payé une avance et à chaque fois que j'ai des royalties, de la SACEM sur la musique que j'ai fait, ça va directement à mon éditeur, c'est une affaire réglée. Quand tu signes avec un studio de podcast pour faire un truc de brand, en fait, on te maltraite. Tant qu'ils n'ont pas leur son, ils vont continuer à appuyer, ils vont continuer à t'envoyer des mails, à te dire vas-y, produis. Tu peux pas t'en défaire du truc. Non, c'est pas si être tu complète. signes pour faire une commande et que tu es censé délivrer quelque chose contre paiement, et que tu ne délivres pas, effectivement, ça pose un problème. Ça pose un problème, mais comment faire ? Si tu ne sais pas quelles sont déjà les différentes étapes de ton métier, quelle fiche de poste tu vas avoir et tout, la maltraitance au travail, c'est souvent lié aussi à un manque d'expérience de rendez-vous professionnels, de négociations et de choses comme ça. Et donc, tu vas dire oui pour quelque chose en fait que tu ne peux pas faire. Mais comme tu as déjà dit oui et que le producteur ou la productrice sait très bien que tu as dit oui à un casse-tête impossible, ils en ont rien à foutre. Eux, ils veulent leur histoire. Et en plus, tu es un peu pris dans ce truc où tu te dis, si je le fais pas jusqu'au bout, c'est aussi mon nom qui va être sali après. Enfin, c'est... Non, mais si tu t'engages à un truc que tu fais pas, c'est dans la vie de tous les jours, ça pose un problème. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que parfois tu dis oui à un truc parce que tu as tellement envie d'en être, mais en fait, tu n'as pas toutes les strates, toutes les couches de l'oignon et tu te rends pas compte à quel point ça va te prendre du temps et ça va être machin. Et en plus, tu n'as pas tes droits d'auteur qui tombent tous les 6 mois comme la SACEM. Donc, tu n'as même pas ce truc, cette reconnaissance. Ça, c'était au passé, puisque maintenant, il y a des actes. Bien sûr. Mais, je comprends. Hein, si tu n'as pas les mécanismes, parfois, moi, je parle de la scam à des auteurs de podcasts, des réalisateurs de podcasts, ils ne connaissent pas parce qu'ils viennent d'arriver, ils découvrent, en fait. Donc, il faut plus de talk comme ça, il faut qu'on se parle, quoi. En tout cas, sache qu'il y a des gens qui sont plutôt bienveillants et qui sont structurants et qui essayent, j'espère que tu les reconnais, et qu'en expliquant, en se mobilisant, mais ça ne peut pas se faire sans une implication des auteurs. Ça me semble exclu et ça me semble même dangereux, parce que si on commence à vous expliquer votre propre travail, là on va avoir un problème d'incompréhension et vous allez dire que quelque part, on vous spolie votre réalité, quoi. Donc, s'organiser, oui. Les youtubeurs ont eu exactement la même problématique. Hein. Il y a quelques années, il y a eu une énorme production sur les youtubeurs. En fait, il y a des agents, des youtubeurs qui ont commencé à s'installer, qui nous ont défendus et qui ont fait toute cette partie-là. Et ben voilà. Alors, ils sont où les agents des podcasteurs là ? Bougez-vous là, devenez agents, représentez-nous. Non, mais là, où ça ? Lequel ? Lui, monsieur, on va parler après. Parce que franchement, c'est ça le truc. Moi, j'ai besoin d'intermédiaires. Je crois qu'on a tous besoin d'intermédiaires pour aller négocier. Vous avez vu comment je suis prise d'affect dans le truc ? Moi, dans les rendez-vous de boulot, il faut négocier de l'oseille. Je fais peur aux gens. Ils se disent, elle va sauter sur le bureau, elle va sortir un couteau, elle va être complètement folle et tout. Alors qu'en fait, c'est juste, j'aime mon taf et j'ai envie que ça se passe bien. Et surtout, j'ai envie que quand je travaille, on me fasse confiance et qu'on me fasse pas chier avec des trucs administratifs. Et donc, dans la musique, moi, ça se passait très bien dans la musique parce que j'avais mon manager. Il faisait tampon, il allait à tous les rendez-vous relous, il revenait, il me disait, bon, Mary, l'autre, il a dit ça, l'autre, machin, tu veux quoi ? Même, j'étais tellement parano que je le faisais enregistrer avec son portable pour entendre la conversation, mais ne pas être avec lui dans la pièce. Donc, et puis, il faut raréfier notre parole, il faut raréfier notre présence. Si on ne met pas de la valeur sur les auteurs en prenant un agent, moi, je préfère largement donner une com à un agent qui va me représenter, qui a des notions de juriste et de choses comme ça, plutôt que d'aller et de me fatiguer. Parce que vraiment, moi, quand un producteur, un chef de projet, il me valide sur une idée, lui, il ne sait pas. Ça a pris 1 seconde, il a trouvé l'idée cool, il m'a dit c'est cool. Ça fait 5 ans, elle est dans ma tête, elle m'obsède, elle tourne, elle me ronge.
Donc moi, c'est un moment où je suis comme une ouf, j'ai envie de plonger dans la Ouais, non, mais c'est piscine. normal. Monter un syndicat d'agents, les gars, qu'est-ce que vous faites là? C'est ça qu'il nous faut. Non, mais il faut effectivement des agents et puis il faut un modèle économique. Enfin, c'est toute une chaîne de valeur. C'est-à-dire que si effectivement les revenus étaient supérieurs, ça pourrait porter une vague de professionnels qui s'investissent dans tout ça. Donc, tout ça est en train de se faire. C'est pareil. Hein, vas-y. Sur cette question de valeur, justement, parce que je trouve que c'est bon. Au-delà, je voudrais juste, parce que vous témoignez, je voudrais juste dire que quand même dans notre mission de la SCAM, donc comme je disais tout à l'heure, on a des modèles de contrat, on répartit les droits d'auteur, mais on a aussi des consultations juridiques gratuites sur des propositions de contrat. On vous a déjà appelé plein de fois, les gars. Voilà. Et bon, alors on a des appels de façon assez régulière. L'année dernière, je peux le dire, on a fait 80 consultations individuelles, ce qui paraît finalement assez peu, mais l'audiovisuel, il y en a effectivement 600. Mais enfin, on est quand même un nombre compté de juristes, et puis on n'a pas que cette question, enfin que cette charge. Mais en tout cas, dès qu'un auteur appelle, en règle générale, on lui trouve un rendez-vous, on essaie de lui expliquer et de poser avec lui les termes du contrat. Donc on aide en tout cas en ce sens. Alors on apporte notre contribution, comme fait le Colibri, si je puis dire, voilà, pour essayer d'un peu sensibiliser les auteurs à leurs droits, et aussi, bien sûr, essayer d'apporter un petit peu de droit et de rigueur dans le milieu. Bon, après, encore une fois, c'est le Colibri, c'est notre part. Au-delà de ça, on a aussi quand même on donne des consultations fiscales, puisqu'il y a un fiscaliste qui vient, là en ce moment, d'ailleurs, on peut prendre rendez-vous avec lui pour remplir les déclarations. Il peut expliquer le fonctionnement de la TVA pour ceux qui sont intéressés, ou des frais réels, par exemple, puisque ça peut avoir un intérêt pour les freelances, effectivement, d'être aux frais réels, notamment, et les aspects aussi sociaux. On a une assistante sociale, donc même sur des questions parfois qui peuvent être tout bêtement du logement ou de l'endettement, ou voilà, tout ça, parce que les auteurs sont aussi concernés par ça. On a aussi une assistante sociale. Donc tout ça, ce sont des services gratuits, je tiens à le préciser. Voilà. Donc voilà, on essaie d'être un peu encadrant aussi pour l'ensemble des auteurs de la SCAM, qui comprennent effectivement les auteurs de podcast. Donc Chérine fait partie aussi de ces personnes qui appellent pour dire aux auteurs n'oubliez pas de déclarer. Oui. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, nous, on est pris dans nos trucs. Oui, bien sûr. Puis nous, en fait, on a besoin de vos déclarations pour valoriser aussi nos contrats, parce que en fait, tout ça, c'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire que pour aller voir un studio, un éditeur, et lui demander de payer des droits, il faut qu'on puisse représenter des auteurs et des œuvres. Et si les auteurs ne nous donnent pas des munitions, on ne peut pas non plus y aller. Donc c'est pour ça qu'on a des personnes qui font de la prospection, qui vont chercher les auteurs par la main pour faire les déclarations. Sur la question de la valeur, je voulais juste préciser, parce que c'est quand même un chantier aussi ouvert par la SCAM, qui est l'idée d'un fonds de création sonore. Ça fait un petit moment que la SCAM essaie de porter ce projet-là. Nous avons obtenu du ministère de la Culture un rapport de préfiguration d'un fonds de création sonore qu'on a obtenu. Ce rapport a rendu des conclusions, c'est le rapport URAR, et du nom de son rédacteur, tout simplement. Et ce rapport est très positif, puisque précisément, il propose la création d'un fonds de création sonore. Nous, dans notre idéal, ce serait une espèce de CNC de la création sonore qu'il faudrait, c'est-à-dire alimenté par des taxes sectorielles et puis réinvesti dans la création, où tout le monde contribue à la création. C'est ça le CNC, puisque le CNC, ce sont des taxes qui sont prises sur les entrées en salle, des taxes qui sont prises sur les recettes publicitaires des chaînes ou d'abonnements, et qui sont encaissées par le CNC pour être ensuite redistribuées à des auteurs, notamment, mais aussi à des producteurs, donc à des structures de production ou de distribution. D'ailleurs, la distribution en salle aussi est notamment financée par le CNC. Tout ça est vertueux, c'est-à-dire c'est vraiment une espèce d'obligation à réinvestissement, et ça marche très bien comme ça. Je pense que le podcast pourrait tout à fait bénéficier de ce même type de structure, et pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on a vu en septembre dernier le ministère de la Culture ouvrir une première aide aux auteurs sélectifs. Je ne sais pas si vous en avez vous-même bénéficié, mais j'ai envoyé comme tout le monde en tout cas. Voilà, c'est assez étonnant, parce que cette aide a été créée presque du jour au lendemain. Ils ont annoncé fin août le lancement de cette aide avec un appel à projet. J'ai vu que la date de clôture était le 15 septembre. Je me suis dit, mais ça ne va jamais marcher, les auteurs ne vont pas être prêts. Ils ont reçu plus d'un millier de candidatures, plus d'un millier d'appels à projet. Et donc, c'est un grand succès. Ça montre le besoin, effectivement, de financement de la création sonore. Je crois que là, pour le coup, c'est vraiment un révélateur.
Cette aide va être reconduite l'année prochaine. Ça a été annoncé au Paris Podcast Festival dernier, je crois, sauf erreur. Et nous, ce qu'on espère, c'est que non seulement ce fonds soit pérennisé, mais qu'au-delà, il soit développé pour aller au-delà de la simple aide à l'écriture, qu'on aille un peu plus loin dans les phases de création, de développement, dans la structuration du secteur, puisque le CNC a beaucoup aidé aussi à la structuration du secteur audiovisuel et cinématographique. C'est ça qui est d'ailleurs aujourd'hui... Quand il y a un problème professionnel dans l'audiovisuel ou le cinéma, on se tourne vers le CNC, c'est un peu l'interlocuteur. Et je trouve que ça mériterait, aujourd'hui, véritablement d'y penser et d'avancer vers la création de ce fonds, qu'il soit géré par une entité administrative, établissement public comme le CNC, soit par le CNC lui-même. Après tout, il peut aussi développer ses missions vers le sonore, c'est pas interdit. L'ARCOM a des missions sur l'audiovisuel et la radio. Ce serait pas complètement aberrant que le CNC, en parallèle, fasse aussi une régulation du secteur sonore et radiophonique. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a des discussions sur ce thème côté geste avec le ministère de la Culture, à savoir est-ce que c'est le CNM, le Centre national de la musique, qui doit s'ouvrir à l'audio ou est-ce que c'est le CNC audiovisuel qui doit s'ouvrir à l'audio. C'est pas tranché, c'est pas les mêmes organisations, c'est pas les mêmes montants, mais en tout cas il faut aussi voir cette chose-là. J'ai une question très pratique pour les podcasteurs donc, qui s'autoproduisent. Est-ce que tu recommandes ce qui se structure en SARL, EURL ou quelque chose à partir du moment où il y a création d'un patrimoine, puisqu'il y a création d'une œuvre et d'un enregistrement? Après, c'est un peu suivant un peu les besoins de l'auteur. Le statut lui-même d'auteur, d'artiste indépendant, auteur indépendant qui existe, permet de gérer en soi cette situation, puisque il peut facturer en droit d'auteur sa commande et tout simplement gérer lui-même ses propres cotisations en lien avec l'URSSAF Limousin, qui n'est pas encore tout à fait au top, mais j'espère qu'il va s'améliorer. Mais en tout cas, c'est sur la partie auteur, mais sur la partie producteur, quand on s'autoproduit. Alors, la partie producteur, après, c'est une question en soi, mais ça dépend évidemment si cette valeur-là est... ou non vendu. C'est-à-dire que l'auteur peut considérer que ce qu'il a envie de valoriser, c'est le droit d'auteur, et se contenter de valoriser ça. Ça veut dire qu'il devra aussi liciter en même temps le droit voisin, mais il peut très bien considérer que le revenu dans son entier, c'est du droit d'auteur pour des questions, je dirais, fiscales et sociales, et puis s'en tenir là. Aujourd'hui, les photographes procèdent de cette façon. Je procède par parallélisme. Photographes, les graphistes aussi, les dessinateurs, d'une façon générale, sont structurés de cette façon. Ils sont freelance, entre guillemets, mais en fait, en France, on appelle ça un auteur indépendant, tout simplement. Et ça marche assez bien. Après, bien sûr, ça suscite une gestion en soi, mais j'ai envie de dire, ça suscite une gestion qui est peut-être moins lourde que celle de créer une société ou une structure. Voilà. Après, encore une fois, ça peut, si effectivement l'auteur en a le besoin, s'il souhaite gérer d'autres types de revenus, effectivement, là, à ce moment-là, peut-être qu'il faudra penser à une structure, soit de société commerciale, soit association. Ça, c'est vraiment à voir en lien avec l'activité de l'auteur et qu'est-ce qu'il fait et ce qu'il produit d'une façon générale. Parce que si l'auteur passe ce temps dingue à produire, à monter lui-même, etc., et qu'à la fin, c'est un fichier qui est juste donné, là, on n'est plus du tout dans le droit d'auteur, on est bien d'accord. On est bien dans la production. Ça reste du droit d'auteur. Enfin, c'est du droit ça reste du droit d'auteur, mais dedans, il y a la partie enregistrement, effectivement, où on peut... il faut que en fait, c'est-à-dire que tout simplement... la personne qui a commandé, là, j'allais dire le commanditaire, mais c'est pas ça, si c'est ça, le commanditaire. Le client, en tout cas, doit obtenir 2 autorisations, celle au titre du droit d'auteur et celle au titre du droit voisin. Donc, le même contrat peut contenir les 2 autorisations. Attends, je pense que tu as perdu. Mais moi, vous m'avez perdu déjà depuis longtemps, là. Non. Mais si, les gars, moi, je suis sincère, je suis désolée. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est que, genre, j'écoute, je comprends, je suis pas stupide, je sais comprendre une phrase, mais je me dis, mais c'est quoi ce bourbier ? C'est quoi ce truc ? Il faut appeler des gens, il faut écrire quoi ? Il faut faire quoi ? Je comprends rien. Et là où c'est d'autant plus violent, c'est que, en fait, violent, on se détend, c'est miminou quoi aussi le podcast, c'est gentil en vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que tu comprends qu'il y a un problème le jour où tu enregistres quelque chose pour un studio
et qui te dit, alors que tu as ton propre matériel, tu dois enregistrer chez nous. Bon, ok, tu te dis, ah, c'est sympa, ils ont un studio, ils te préfèrent. Tu vois pas l'arnaque. Enfin, c'est pas une arnaque, mais l'endroit où toi, ça va pas être bien pour toi. Donc, tu vas là-bas, au studio, t'enregistres. Bon, bah, déjà, tu dévoiles l'identité aussi de la personne que tu interviews. Bon, pour moi, ça, c'est un problème parce que j'aime bien interviewer des gens qui n'aiment pas trop se montrer. Et puis après, on te demande de mettre les rushs dans leur ordi. Et donc, tu mets tes rushs dans leur ordi et après, ils te disent « Ah non, mais nous, on aime bien monter sur tel logiciel. » Donc, tu apprends à monter sur un logiciel. Bon, ça, c'est pas compliqué. Pomme C, pomme V, découper. Enfin, on trouve toujours... Mais en fait, le soir, tu rentres chez toi et tu te rends compte que en fait, tu as laissé toute ta matière là-bas et que donc, ça leur appartient et tu peux pas récupérer tes rushs. Alors, ça, c'était au début. Maintenant, j'ai acheté mon matériel et je dis... mais je suis pas payée en tant que productrice ou meuf qui a son matériel. Je sais pas comment le mettre, quoi. Ça, non, mais c'est pas la question d'avoir le matériel ou pas. C'est qu'à un moment donné, on donne un enregistrement comme en musique. Ouais. Tu es propriétaire de l'enregistrement, donc tu es productrice de ton enregistrement. Sauf que ça, les producteurs, ils veulent pas parce que eux, sinon, comment ils justifient qu'ils sont producteurs si toi, tu arrives et tu dis je suis productrice. Ce que font la plupart des podcasteurs professionnels, c'est qu'ils font des coproductions. Mais je suis une professionnelle, personne ne veut faire de coprod avec moi. Non, mais peut-être parce que je ne l'ai jamais proposé. Pas la structure non plus. Et aussi, oui. Et tu ne l'as pas proposé. J'ai pas proposé. Parce que ton agent ne l'a pas encore mis en place. On veut des agents pour les podcasteurs. Comme pour les auteurs, comme pour les musiciens, on a besoin d'être représentés. On ne peut pas aller recueillir de la matière et aussi aller devant, se défendre et créer un bouclier. Quand on fait du podcast, on n'a pas de bouclier, on est des ultra sensibles, on a envie d'être compris, on a envie d'être entendu. Et donc, parler d'oseille, voilà. Et c'est toujours maladroit. Et je suis la première à avoir été extrêmement maladroite, à parler d'argent au mauvais moment, à insister au mauvais moment, à mettre un t-shirt avec écrit argent pour aller à un radio show. Je veux dire, j'essaye, hein, j'envoie des espèces de signaux d'alerte, mais je vois bien que c'est pas complètement comme ça. Et en même temps, pas super efficace. En même temps, si, parce que regarde, j'ai survécu. J'ai commencé en 2015. Là, on est en 2022. Je suis encore là. Je fais du podcast parce que justement, toutes les fois où j'ai senti que le piège s'était refermé, mais que c'était trop tard pour en parler, et en plus, je suis une femme, donc cette sensation, je la connais depuis très longtemps. Et quand je l'ai découverte dans le milieu du taf, dans un milieu soi-disant intello, de gauche, bienveillant, c'est faux, en fait. Et donc, comme c'est faux, maintenant, je me protège, je garde mes rushs chez moi. J'aimerais pouvoir potentiellement faire comme je fais dans la musique, c'est-à-dire filer une galette, un droit d'exploitation de mon MP3. Mais pour l'instant, c'est très compliqué de parler comme ça avec les producteurs parce qu'ils le prennent mal, ils se sentent... piqués dans leur structure, alors que c'est pas le but. Le but, c'est qu'on apprenne à tous travailler ensemble. Mais moi, j'en ai marre d'être une petite main, alors que je sais que je suis une tueuse, en fait. Enfin, je pense que, je trouve et je crois qu'on est tous comme ça. Et que tout à l'heure, j'ai fait un talk avec Chloé Tavitian et Théo Boulanger. Et Théo, il était génial. Il disait, moi, j'aime pas trop dire les clients, parce que lui et moi, on fait beaucoup de brand content. Il dit toujours, j'aime bien collaborateur. Et c'est vrai que j'ai déjà bossé avec lui plein de fois. Et lui, il s'en fout de la prod avec qui on bosse. S'il veut parler au client, il appelle, il prend le numéro dans la WhatsApp, la boucle WhatsApp, il appelle le gars et on se parle. Parce qu'en fait, quand on fait un projet ensemble, la hiérarchie, elle change. T'es pas au-dessus de moi, mec. Parce qu'en fait, si moi, je te donne pas le truc, tu n'as rien. Donc, venez, on essaie d'être tous au même niveau. Et moi, j'aimerais ou avoir un agent ou qu'il y ait un représentant de la SCAM à chaque fois que je négocie. Voilà, je sais que c'est pas facile. Nicolas va laisser sa carte. Ce que je vous propose, c'est peut-être des questions de la salle, parce que je pense qu'il y a beaucoup de vécu aussi, et ce serait intéressant si vous pouvez passer un micro là-bas, s'il vous plaît. Désolée. Bonjour, moi je m'appelle Roxane Pour, je suis podcasteuse indépendante et je fais de la formation aussi en podcast. Wow. Et je suis aussi l'heureuse lauréate du fonds du ministère de la Culture, qui d'ailleurs n'est pas encore tombé. Donc on attend les sous. Ah c'est comme dans le monde réel, quoi, en fait. Non, moi je voulais juste vous poser une question. C'était super intéressant. Moi je suis un peu comme Mary, j'ai du mal parfois à comprendre tout ça. Concrètement, en termes de sous, est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un podcasteur et de droits d'auteur en euros, de ce que ça lui a rapporté? Est-ce qu'il y a comme ça des espèces d'échelons de niveau? J'ai pas d'études là-dessus, donc je serais incapable de vous dire. Je vais être honnête. Parce que c'est très vague en fait, droit d'auteur, et on a du mal à se représenter ce que ça peut
Non, mais je pense que ça dépend de plein de trucs. C'est-à-dire, déjà, est-ce que c'est une œuvre documentaire? Est-ce que c'est une fiction? Est-ce qu'il y a 100 épisodes, il y en a 10, il y en a un? Est-ce que c'est du brand content payé par une marque ou est-ce que c'est un studio qui se lance, qui ne va pas avoir les mêmes moyens? C'est pour Mais ça justement, qu'avoir est-ce qu'on a, par exemple, pour tel podcast de tant d'épisodes, est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Enfin, en tout cas, il n'existe pas encore de minima. Et je pense que c'est ça dont on a parlé, c'était de les établir, ces minima, parce qu'un studio qui se lance et qui dit, tiens, je vais faire une série, si déjà il avait les minima pour mettre dans son Excel, déjà il pourrait se dire, OK, ça, je peux peut-être pas me payer telle personne ou je vais peut-être réduire le nombre d'épisodes, mais au moins je vais pouvoir rémunérer comme il faut, plutôt que là de dire, bah, tiens, on va faire un tas de trucs ensemble et pas rémunérer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un syndicat de producteurs qui s'appelle le PIA. Je vous invite aussi à rencontrer. Ils essaient déjà entre eux de se structurer, c'est pas simple, mais ils y arrivent. Donc là, ils ont lancé tout un chantier avec charte, etc. Donc peut-être ce serait intéressant de vous entendre réagir à leurs travaux et peut-être que répondre à cette charte en disant ça oui, ça non, c'est aussi structurant. Mais en tout cas, on n'en est pas du tout à ce niveau-là. Hein. Je suis incapable, moi, de vous dire peut-être une centaine d'euros, peut-être. Il y a deux questions là, s'il vous plaît. Bonjour, moi aussi je suis indépendante, je podcast depuis à peine un an. Il y a une chose que j'ai essayé de faire, c'est de m'inscrire à la SCAM, mais sauf que je suis perdue en droit d'auteur, au même niveau, ça fait un an, mais je comprends toujours rien. Quand il faut s'inscrire sur la SCAM, il y a un acte d'adhésion à signer et on nous parle d'apport global, d'apport partiel. Et là, quand j'ai lu le truc, j'étais perdue. J'ai essayé d'appeler. Vous appelez dans ces cas-là, nous on répond volontiers aux questions. Simplement, la SCAM est une société, d'accord? Donc, une société, c'est quoi? C'est une société est constituée d'apports, d'apports soit en numéraire, soit en industrie, d'accord, soit en biens. Là, en l'occurrence, ce que vous apportez, c'est vos droits d'auteur dans la société, comme les 50 000 membres actuels. Et avec cet apport-là, fort de cet apport qu'il y a dans la société, nous allons voir les studios, nous allons voir les radios, nous allons voir YouTube, parce qu'on en a parlé, mais on a aussi un accord avec YouTube, et on leur dit, on vous donne une autorisation de diffuser les œuvres, en contrepartie de quoi vous devez nous verser un pourcentage sur vos recettes d'exploitation. Et quand vous êtes diffusé sur ce diffuseur-là, vous avez le droit à une quote-part sur ce contrat, enfin sur les recettes du diffuseur. Donc l'apport, en fait, c'est simplement pour constituer le capital de la société. C'est technique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Une société, ça fonctionne avec un apport. Et c'est ça qui fait qu'on est habilité à négocier vos droits auprès des diffuseurs. Est-ce que tu as compris? Alors, Parce oui que et moi, non. Je suis désolée, Nicolas. Il faut faire le truc au téléphone, il faut nous tenir la main. On ne peut pas aller recueillir les propos les plus sensibles de la Terre et réussir à s'inscrire à la SCAM. C'est-à-dire, dans le choix, moi, j'ai coché sensible. Je n'ai pas coché SCAM. Il faut que tu les appelles. Chirine, elle est chamée. Chirine est très sympa. Okay. Vraiment. Je vais comme Nicolas. Non, mais vous restez titulaire de vos droits. Hein. Vous ne donnez pas quelque chose, etc. Vous donnez une mission de représentation. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Des droits en fait, c'est le droit de reproduire et de représenter que vous apportez. Hein. J'ai oublié de préciser, parce qu'effectivement, la problématique, souvent, et il y a parfois une ambiguïté, c'est quand on parle des droits d'auteur, ça désigne à la fois les rémunérations, toucher les droits d'auteur, d'accord, et ça désigne parfois aussi le droit de reproduire et de représenter, céder ses droits d'auteur. D'accord ? Vous voyez, il y a des nuances. Là où chez les anglo-saxons, on parle d'un côté de copyright et de l'autre de royalties. Chez nous, on a le même terme pour les deux. Donc, c'est un peu, effectivement, ce que vous apportez à la SCAM, c'est le copyright, entre guillemets, voilà, et ce que vous touchez, ce sont des royalties. Voilà. Okay. Mais vous gardez tout, en fait. Vous restez propriétaire de votre droit. Ok, mais là, dans le cas du podcast, vu que c'est un peu d'écrit et c'est de l'audio aussi, comment c'est segmenté, comment ça se passe à ce niveau-là, parce que du coup, il y avait une globalité, il y avait un apport global ou partiel. Quand on parle de global, c'est en fait parce que les statuts, il y a une société, une association, il y a des statuts dedans. Hein. Je ne sais pas si normalement ça vous parle, parce que je crois que tout le monde a peut-être, je ne sais pas, si tout le monde a déjà créé une association, on a déjà parfois été à faire des statuts. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais bref, il y a des statuts dans n'importe quelle association et c'est le contrat de société qui est conclu avec tous les membres. Et c'est à ça qu'on se réfère quand on veut savoir comment fonctionne une société ou une association. Ce sont les statuts. Dans ces statuts, il est écrit ce que vous allez apporter. Et donc, c'est ça qui est apporté. Et quand on parle de l'apport global, c'est un apport sur
toutes les œuvres que représente la SCAM, d'accord, c'est-à-dire à la fois le sonore, mais l'audiovisuel qu'on gère aussi, mais le livre, mais l'image fixe. Ou alors, vous pouvez faire le choix d'un apport par type d'œuvre et nous concéder qu'uniquement le podcast. Et peut-être demain, si vous faites de l'audiovisuel, nous rajouter l'audiovisuel. Voilà, vous pouvez segmenter l'apport ou le faire de façon globale. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vous qui choisissez. C'est indiqué après. Hein. Vous avez l'apport global, vous avez le choix, ou faire un apport séparé. Et là, on vous distingue ce que vous pouvez distinguer comme un apport. C'est-à-dire que vous avez le choix. Soit vous vous dites, je vais pas m'embêter, j'apporte tout ce que la SCAM gère. OK. Peut-être que vous ne ferez jamais de livre, peut-être que vous ne ferez jamais d'œuvre audiovisuelle, mais enfin, bon, voilà, si demain vous en faites, ce sera déjà fait. Il n'y aura pas besoin de revenir vers nous pour apporter ces droits-là. Soit vous faites un apport segmenté, et dans ces cas-là, vous segmentez par type d'œuvre ce que vous voulez concéder à la SCAM ou pas. C'est ça, en fait, la différence. Merci. Alors bonjour, moi je suis musicien et aussi réalisateur de podcasts, indépendant évidemment, donc je ne comprends rien, hein, nous y revenons toujours. Et du coup, si j'ai bien compris, est-ce qu'on peut considérer la SCAM comme un équivalent de la SACEM pour la musique ? Parce que, en gros, ma question c'était oui, c'est l'équivalent. Pour éviter de se retrouver dans la situation de mairie où voilà, bonjour, j'ai déposé tout mon matériel, vous avez tous mes rushs, au revoir. Donc c'est la SCAM auprès de laquelle on fait comme le dépôt SACEM pour justifier de l'antériorité de la propriété qui après voilà. Alors l'antériorité c'est encore autre chose, c'est un petit peu différent, mais en fait l'antériorité elle se prouve par tout moyen, d'accord, hein, soyons clairs. Et le dépôt n'est pas l'arme définitive atomique de l'antériorité, et heureusement, parce que si quelqu'un s'empare de vos rushs et va les déposer avant vous, voilà, ce serait embêtant. C'est un moyen de preuve. Hein. On a effectivement un organisme de dépôt à la SCAM que vous pouvez, qui est d'ailleurs il y a un dépôt en ligne. Hein, vous pouvez le faire en ligne, ce dépôt. Et par contre, désolé, je vous coupe. Ça s'appelle comment ? Clic dépôt. Clic dépôt. Voilà. C'est sur le site de la SCAM aussi. Et vous pouvez comme ça marquer, si je puis dire, d'une antériorité votre œuvre. Effectivement, pour prouver que c'est vous qui l'avez faite et pas la personne qui prétend l'avoir faite. Voilà. Au global, parce que en gros, je réalise les podcasts avec un ami. Donc lui s'occupe vraiment de la partie auteur, écriture de texte et voix. Et moi, je fais toute la partie du coup habillage sonore et réalisation. Donc est-ce que là, c'est pareil ? Il y a l'histoire de moi, on serait co-auteur du coup avec mon ami parce que lui s'occupe du texte, moi de la musique. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, la musique, c'est géré séparément, hein, puisque nous, la SCAM, on s'occupe. C'est ma question, voilà, pardon, désolé. Voilà. C'est oui. Voilà, dans le podcast, il y a de la musique. D'accord. Du coup, en fait, la musique est vraiment gérée complètement par la SACEM. Ça, c'est vraiment, je veux dire, quand vous êtes musicien, compositeur, tout ce que vous faites, que ce soit pour un podcast, que ce soit pour une œuvre audiovisuelle, cinéma ou quoi, c'est la SACEM qui s'en occupe. Nous, on s'occupe que des auteurs audiovisuels et sonores, c'est-à-dire ceux qui font la partie littéralement, création sonore. Hein, voilà. Qui est aussi voilà. mon cas, donc c'est pour ça. Oui, non, mais voilà, donc vous pouvez, mais il n'y a pas de contradiction. Vous pouvez être à la SACEM pour la musique, comme vous l'avez toujours été, et à la SCAM pour votre contribution à l'œuvre sonore. Il n'y a pas de difficulté. Hein. Il y a des auteurs qui sont membres de plusieurs sociétés d'auteurs. Il y en a 4 en France, de sociétés d'auteurs. Vous avez la SCAM, je la cite en premier parce que quand même pour l'ego. Et puis vous avez la SACEM pour la musique. Vous avez l'ADAGP pour les arts graphiques et plastiques, donc plutôt la partie, si je puis dire, dessin, illustration, photographie, d'art, etc., graphisme. Et vous avez la SACD pour la fiction. Voilà. Nous, on fait le non-fictionnel et la SACD fait la fiction. Donc quand vous faites du non-fictionnel, ce qui est en général le cas pour le podcast, il y a quand même des podcasts de fiction, mais... et d'ailleurs, pourquoi il faut payer pour entrer à la SACD ? Ah, ça, c'est pas moi. Chelou, ça te démotive d'entrée, tu dois donner 50 balles pour tes là, genre, c'est moi qui l'ai écrit l'histoire voilà. Désolé, je vous ai amené sur un autre continent. Je réponds pas pour la SACD, c'est pas voilà. Mais en fait, quand vous faites, voilà, donc il y a des auteurs qui sont parfois membres des 4 sociétés, hein, ça existe. C'est simplement alors, ce qui gouverne, pour dire en fait pourquoi il y a des sociétés différentes pour chacun des types d'œuvres, c'est tout simplement que les auteurs ont décidé de se regrouper de cette façon. Hein. La SACD a été créée par Beaumarchais en 1777 pour le spectacle vivant, pour le théâtre.
Les musiciens, les compositeurs ont voulu y adhérer par la suite, on les a refusés, donc ils ont créé la SACEM en 1850, d'accord. Et là-dessus, la SACEM a prospéré pendant des années. La SCAM est arrivée en 1980 parce que la SACD n'avait pas voulu accueillir les documentaristes. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment historique. C'est ce qui explique la différence entre les différentes sociétés d'auteurs. Donc, en tant qu'auteur, quand vous faites du documentaire, de la fiction, de la musique et des tableaux, vous pouvez être adhérent de 4 sociétés. Mais ça ne pose pas de problème. À chaque fois, vous recevez votre rémunération pour l'exploitation de l'œuvre que vous avez faite. Point. Voilà. Je crois qu'on a une dernière question. Avant-dernière ? Un tout petit peu de temps, des réponses courtes, il reste 2 questions. Ah, il y a encore une autre question. Ok, super. On va essayer de répondre. Bonjour, Elisabeth Feiti du podcast Méta de Choc. Je voulais savoir où en sont les négociations avec Spotify, Apple Podcast & Co. C'est-à-dire quand est-ce qu'on aura droit d'être rémunéré pour la diffusion de nos œuvres sur ces magnifiques plateformes? C'est une très bonne question. Alors, je peux répondre pour la SCAM. Tu peux répondre pour la SCAM. Je répondrai pour le geste. On est en discussion avec Spotify et Deezer. On a eu quelques débats juridiques, mais fondamentaux, sur la façon dont Deezer et Spotify diffusent et est-ce ils doivent payer au titre du droit d'auteur ou pas. L'opinion de la SCAM, c'est que oui, je vais être honnête, voilà. Et l'opinion de Deezer et de Spotify, c'est que peut-être bien que oui, mais surtout peut-être bien que non. Et donc là, on en est là pour l'instant. Mais pour autant, le dialogue n'est pas coupé. On poursuit des discussions avec eux. Et là, on le fait plutôt dans un cadre avec j'ai oublié l'organisation, Xavier, CNL, non. SML, voilà. Ils font tous les deux partie du SML et on va essayer d'avoir une discussion avec le SML pour cadrer des discussions à la fois pour les 2 plateformes, Spotify et Deezer. Voilà. Donc, on avance sur une négociation, mais on n'est pas encore au bout. C'est un problème avec le flux RSS, c'est ça? Exactement. Est-ce que le cadre juridique va évoluer, juridique légal, va évoluer justement pour juste nous permettre d'avoir des droits sur des produits, des contenus qui diffusent gratos, quoi, en fait. Alors, et sur lesquels ils se font de l'argent, évidemment. Vas-y, mais je vais aller plus loin parce que, répondre, en fait, ce que vous dites, la problématique, c'est que ce sur quoi se base le débat, c'est une notion qui s'appelle le droit de communication publique, une notion juridique du droit d'auteur, dont l'interprétation appartient exclusivement à la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà. Et donc, on dépend intégralement de la jurisprudence européenne. Donc, ça dépasse le cadre national. Cette jurisprudence, aujourd'hui, c'est un enfer. Honnêtement, quand on la lit, on peut la tirer dans tous les sens. Chacun la comprend comme elle veut. Mais vraiment, je vous le dis, et on a plusieurs articles de doctrine qui la tirent. On a eu un rapport du ministère de la Culture sur le sujet qui a conclu que pour essayer de comprendre en quoi consistait le droit de communication au public au vu de la jurisprudence européenne, il ne fallait pas moins de 26 critères pour savoir si effectivement on était dedans ou pas, ce qui est complètement aberrant. Mais bon, on en est là. On essaie d'avancer malgré ce fond juridique qui est ambigu. Et moi, j'ai bon espoir qu'on atterrisse sur un accord avec Spotify et Deezer, qu'on récupère les rémunérations pour tous les auteurs qui sont diffusés dessus. Vous vous donnez quel délai à peu près, juste pour que j'ai une idée, si c'est plutôt 5 ans ou 6 mois? 5 ans, j'espère, mais en tout cas, bien 6 mois. Beaucoup d'argent, en fait. Bien 6 mois, en tout cas. Je préfère vous le dire parce que c'est vraiment des discussions de fond qui sont complexes. Là, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, on vient de boucler une négociation, on a signé avec Facebook, un Meta, la SCAM, on a signé un accord. On est la première société d'auteur audiovisuel au monde à signer un accord avec Meta. Donc, on perçoit pour Facebook et Instagram. C'est une négociation qui a été faite avec les États-Unis, un peu avec l'Irlande, un peu avec le Canada, parce que on a eu plusieurs interlocuteurs. Mais à l'arrivée, on a passé plus d'1 an et demi à la négociation, pour aboutir à un accord, parce que c'est extrêmement complexe, d'autant plus avec Meta, parce que c'est encore autre chose, c'est encore un autre univers. Juste pour compléter, parce qu'on n'a pas un point d'accord sur ce truc. Oui, mais je ne peux pas laisser dire ce qui a été dit sans intervenir, parce qu'en fait, le débat, c'est que la jurisprudence, on parle du lien hypertexte. Donc, le lien hypertexte, aujourd'hui, n'est pas considéré comme un acte de communication publique. Donc, à partir du moment où je référence et que le lien hypertexte... Non, mais un lien, tu vois ce que c'est, un lien vers un flux? D'accord, mais tu te rends compte le level des couches et des couches fait pour nous enfumer, qu'on comprenne rien. Non, c'est pas ça. C'est que le lien hypertexte, tout le monde l'utilise toute la journée. Ouais. Et heureusement qu'on n'a pas besoin de demander
à la personne vers qui on pointe le lien son autorisation pour le faire. Sinon, il n'y aurait juste pas d'Internet. Donc, il faut faire attention. Le lien hypertexte, c'est la base d'Internet. Donc, aujourd'hui, la jurisprudence, c'est de dire il n'y a pas d'acte de diffusion quand je fais juste que rediriger vers le flux de l'éditeur. Parce qu'en fait, je renvoie des auditeurs à la source. Ils sont trop forts, Donc, en fait. Non, c'est l'état du droit. Donc, Oui, à partir mais du au-delà moment... de ça, oui, mais le droit, Attends. il est quand même fait par des... À partir du moment où la publicité, ou en tout cas la valorisation, est dans le flux, et tous les gens renvoient vers ce flux, ça fait plus d'auditeurs et plus d'argent. Donc, ah ben si. Non. Mais pour Je vous Elisabeth, explique. non. Je vous Donc, explique. Le référencement, c'est ce que je fais chez Radioline. Je dirige Radioline, qui est un agrégateur de radio. Aujourd'hui, on a une énorme base de données de radio. Quand les gens écoutent la radio, c'est le flux de la radio. C'est bien la radio qui diffuse. Et si la publicité est dans le flux, on l'entend aussi chez moi. Et quand vous diffusez un documentaire, vous payez la production et l'auteur qui vous fournit le documentaire pour le diffuser. Non, mais là, il ne nous fournit pas. Il est disponible librement sur Internet. C'est ça le problème. Soit vous cryptez le flux, dans ces cas-là, vous décidez qui va l'écouter, soit vous le mettez Elisabeth, à je te donne libre mon micro. disposition. Et on ne peut pas être à la fois en libre disposition et puis vouloir privatiser sa propre œuvre. C'est Ouais, pas mais ça, c'est concevable. abusé de faire ça, en fait, parce que c'est comme les gens qui te disent ah non, mais fais une collab avec moi. Tu sais, les gens qui ont des gros comptes Instagram. Je ne suis pas dans ce monde-là, je suis une vieille et tout, mais ce que je veux dire, c'est fais une collab avec moi. Ça va... Alors je dis il y a de l'oseille. Ah non, mais tu auras de la visibilité. Mais nique la visibilité. Je veux dire, Elisabeth, elle s'en fout Non, d'avoir c'est de la pas ça que j'ai visibilité dit. sur Spotify. C'est pas Elle ça veut que je être... dis. C'est si son Alors, œuvre je est me permets disponible. d'intervenir, on a un petit peu de retard. Et voilà. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez tous continuer cette conversation un petit peu après. Ok. Voilà. Il y avait Donc, une dernière question ou on a c'est- une c'est- dernière question qui attend. Et puis après, voilà. Bonjour, moi c'est Guillaume, j'ai 22 ans et je viens de lancer mon podcast il y a 3 semaines. J'ai pas encore commencé à m'intéresser à toutes ces questions de droit d'auteur, mais il y a une question que je me demande, vous avez beaucoup parlé du côté rémunération, mais est-ce que ça offre une protection aussi, par exemple, en cas de plagiat ou de choses comme ça? Est-ce que ça équivaut à déposer un nom de marque, de s'inscrire dans ces institutions? Ou quelle est la protection que ça offre en fait? La protection par le droit d'auteur, c'est une protection qui est automatique. On fait une œuvre, on est protégé. Mais en quoi consiste la protection? C'est ça en fait. C'est le droit, c'est ça la protection par le droit d'auteur ou la protection par les brevets pour les inventions. C'est un droit, c'est un monopole sur la reproduction et la représentation de l'œuvre. C'est-à-dire qu'une fois que vous créez une œuvre, la loi dit, en tant que créateur, vous disposez d'un monopole sur sa reproduction ou sa représentation. Et quiconque reproduit ou représente cette œuvre doit vous demander une autorisation. Et si elle ne le fait pas, elle est dans l'illicéité, d'accord, dans l'illégalité. C'est ce qu'on appelle de la contrefaçon. Et c'est condamnable sur le plan pénal et sur le plan civil. Voilà, c'est ça que ça signifie. Vous n'avez pas besoin, en termes de droit d'auteur, de déposer l'œuvre quelque part pour avoir ce monopole. C'est le cas pour une invention, parce que vous devez aller déposer votre invention. C'est le cas pour une marque, parce que vous devez aller déposer votre marque à l'INPI. Mais pour le droit d'auteur, c'est automatique. Voilà, c'est... Je vous laisse conclure. Non, je pense qu'on est au-delà du temps. Il y a des personnes Donc, qui je attendent. vais pour avoir remercier. leur Non, mais on conversation. va rester quelques instants. Donc, si vous voulez qu'on discute plus en one-to-one, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir assisté à ce débat. Je pense qu'on n'a pas tout réglé, mais en tout cas, il y a un mouvement pour le faire. Et puis, rendez-vous l'année prochaine. Franchement, les gars, merci de m'avoir invité. Je suis très contente d'avoir été invitée à discuter du côté administratif. Et merci à vous. Et venez, on continue à jacter. Et c'est parti. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.